Un journaliste reçoit un mystérieux appel téléphonique. D'où vient cette information? Il a dit ne croyez pas leurs explications. Semant le doute sur un crash controversé. Il faut retrouver le reste des débris. Des rumeurs de complot circulent. Le système judiciaire ne nous a pas cru. Et la thèse de l'accident est écartée. C'était une bombe. On compte 81 victimes. L'appareil s'est subitement brisé en morceaux. Il a été abattu par un missile. Le vol Itavia 870 a-t-il été détruit par une bombe ou un missile? Ma théorie a été qualifiée de ridicule. L'objectif était de découvrir la vérité. Dans les derniers rayons du couchant, un DC-9 de la compagnie Itavia vole au-dessus de la Méditerranée à une altitude de 29 000 pieds, environ 8 800 mètres. Vol 870, suivant le cap 290. Bien reçu. Continuez vers Ponza. Rome, vol 870. Aux commandes de l'appareil se trouvent Domenico Gatti, le commandant de bord, et Enzo Fontana, le copilote. L'équipage était très expérimenté. C'est le genre de pilote que l'on aime voir aux commandes quand on s'apprête à monter dans un avion. Et le vol lui-même était court, très simple à effectuer. Il y a 77 passagers à bord, dont le journaliste Alberto Bonfietti, qui va retrouver sa famille à Palerme. C'était un vendredi et dans l'après-midi, mon frère Alberto a pris l'avion pour Palerme. Il devait rejoindre sa femme et sa fille qui étaient déjà là-bas en vacances. De Bologne à Palerme, le vol dure environ 1h30. À mi-chemin cependant, Enzo Fontana, le copilote, rencontre un problème de navigation. Je n'ai aucun signal. Essaye, Ponza. Rien. Les balises de navigation qui doivent normalement guider l'appareil jusqu'à Palerme semblent muettes. Vol 870, Rome. Je ne reçois aucun signal. Les balises ne fonctionnent pas. Il y a une panne. Quel est votre cap? 1, 9, 5. En l'absence de balises, les pilotes ont besoin d'être guidés par le contrôle aérien. Il faut changer de cap. Virez à droite. De 15 ou 20 degrés. Ok, cap 210. L'appareil vire sur la droite et rencontre une zone de turbulence. Les turbulences à haute altitude, c'est comme rouler sur une route avec des nids de poules. Pendant n'importe quel vol, il y a forcément un moment où l'on rencontre des turbulences, plus ou moins fortes. Dans l'espoir de trouver des conditions de vol plus confortables, les pilotes décident de descendre un peu. On va passer en dessous. Vol 870, est-ce qu'il est possible de descendre à 250. Affirmatif. Vous pouvez descendre maintenant. Les pilotes demandent souvent à changer de niveau de vol lorsque c'est un peu agité, parce qu'ils savent que les passagers vont être mal à l'aise ou même nerveux. Donc ils changent de niveau de vol. C'est certainement ça qu'ils essayaient de faire. C'est bien. Puis, une autre bonne nouvelle. J'ai le signal de Palerme. Les balises de navigation fonctionnent de nouveau. J'ai le signal de Télémétrie. Bien. Rappelez-nous pour la descente. Merci. À tout à l'heure. Vol 870. Le contrôle aérien n'attend plus de contact avec les pilotes jusqu'au début de la descente vers Palerme.
quelques instants plus tard, le DC-9 d'Itavia se brise en morceaux et disparaît des écrans radars. Itavia 870, Rome. Itavia 870, Rome. Un vol a disparu. Itavia 870. Il a disparu. Le vol 870 s'est abîmé en mer près de l'île d'Ustica. C'est presque surréaliste pour un contrôleur aérien, parce qu'on a du mal à en croire ses yeux. Les accidents sont extrêmement rares. Donc quand on est impliqué dans une catastrophe aérienne ou qu'on la voit se produire, on a du mal à y croire. Le lendemain matin, des équipes de secours ratissent la zone où l'appareil a été localisé pour la dernière fois. Les familles qui attendent à l'aéroport sont seulement informées que l'appareil est porté disparu. La première chose qu'on nous a dite, c'était que l'avion était présumé disparu. Très vite, le pire scénario est confirmé. Il n'y a, semble-t-il, aucun survivant. Alberto Bonfietti compte parmi les victimes 81 passagers et membres d'équipage. C'était moi qui avais acheté les billets de mon frère pour ce vol. Et je ne l'ai plus jamais revu. La catastrophe a un retentissement international, car en apparence, rien ne permet d'expliquer pourquoi un avion de ligne moderne s'est écrasé aussi subitement. Andrea Purgatori est un journaliste reconnu du quotidien de référence italien. En 1980, j'étais reporter d'investigation pour le Corriere della Sera, qui était et est toujours le journal le plus important en Italie. Le soir du crash, il reçoit un appel stupéfiant. J'ai reçu un coup de téléphone de Rome, d'un contrôleur aérien. D'où vient cette information? Il a dit: je ne peux pas vous parler longtemps sur cette ligne, mais ne croyez pas leurs explications, parce que l'appareil a été abattu par un missile. Cet appel mène le journaliste sur une piste controversée. Le vol 870 aurait été abattu par erreur durant un affrontement entre des avions de l'OTAN et des chasseurs libyens. La tension était très forte en Méditerranée. C'était comparable à la situation qu'on peut trouver avant une guerre. En 1980, la Méditerranée est une zone sensible. L'Italie se trouve juste en face de la Libye, alors mise au ban des nations en raison du soutien du colonel Kadhafi au terrorisme international. À cette époque, Kadhafi était comme Saddam Hussein ou Ben Laden pour les États-Unis et la plus grande partie du monde occidental. La tension politique entre l'Occident et la Libye a-t-elle coûté la vie à 81 victimes innocentes? Oui, je peux garantir votre anonymat. Andrea Purgatori est convaincu d'avoir un scoop. Pour un journaliste, c'est le genre d'affaire qui ne se présente généralement pas plus d'une fois dans une vie ou dans une carrière. Prenons rendez-vous. Il faudra pourtant plus de 30 ans pour découvrir la vérité sur ce qui restera dans les mémoires comme la tragédie d'Ustica. Deux jours après la catastrophe, l'article d'Andrea Purgatori fait la une, choquant l'Italie et le reste du monde. C'est paru. J'ai été le premier à dire que le DC-9 avait peut-être été touché par un missile. Les investigations du journaliste l'ont mené à une thèse stupéfiante. Des avions de chasse occidentaux, probablement français, ont affronté des appareils libyens. C'était un acte de guerre.
Et les chasseurs libyens se sont probablement dissimulés derrière le DC-9. Le DC-9 était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il a été touché par un des missiles. Le gouvernement italien réfute la théorie du missile avancée par les médias et lance une enquête officielle pour découvrir la cause du crash. L'armée de l'air italienne a donné une conférence de presse, durant laquelle ma théorie a été qualifiée de ridicule. Les corps de 38 victimes sont retrouvés en mer. Mais la plus grande partie de l'épave a coulé au fond de la Méditerranée. En conséquence, les enquêteurs ne disposent que de peu d'éléments. C'est tout ce qu'on a? Les premiers enquêteurs n'avaient que très peu de débris à examiner. Leur seul espoir est de recueillir plus d'informations auprès des contrôleurs aériens en service ce soir-là. Il y avait un problème avec les balises de navigation, mais sinon, tout semblait normal. Personne ne sait ce qui a pu se passer. J'ai le signal de Palerme. Rappelez-nous pour la descente. L'équipage n'a signalé aucun incident. Merci. À tout à l'heure. Vol 870. S'il s'était agi d'une situation d'urgence progressive, où les problèmes s'accumulent jusqu'à ce que l'appareil devienne incontrôlable, les pilotes l'auraient forcément signalé. Mais ils n'ont pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Donc, quelle que soit la cause du crash, c'était très soudain. Une collision pourrait expliquer l'accident. Mais les contrôleurs aériens ne peuvent dire avec certitude si d'autres appareils volaient à proximité. Leur radar était réglé pour suivre les avions de ligne. Des engins plus petits ont pu leur échapper. Je n'ai rien vu d'autre. Les enquêteurs ont besoin d'une piste solide. La thèse du missile ne repose sur rien pour l'instant. Mais il n'y a pas d'autre explication concrète. Il faut examiner toutes les possibilités. Bien sûr, si la presse spécule sur la possibilité d'un tir de missile, les enquêteurs vont lire l'article, comme tout le monde. Mais ils vont garder l'esprit ouvert. Les enquêteurs étudient d'autres accidents impliquant des DC-9. Ils ont passé en revue les antécédents, tout ce qui était susceptible d'apporter une explication. Depuis 10 ans, 4 cas de rupture structurelle ont été signalés sur des DC-9. Si l'accident a été causé par un phénomène de fatigue du métal ou un défaut de conception, les vies de milliers de passagers sont peut-être en danger. Néanmoins, cette piste aboutit à une impasse. Il a pu se poser. Dans chacun des cas précédents, les pilotes ont eu le temps de réagir Celui-là aussi. et de se poser sans incident. Ça ne mène à rien. La majeure partie de l'épave ayant coulé, les enquêteurs ne peuvent examiner que les débris flottants. On peut retrouver des coussins de fauteuil, ils flottent. Il y a aussi le matériel de cuisine que l'on peut trouver à bord et les pièces en plastique des casiers à bagages. Voilà le genre de choses que l'on peut s'attendre à trouver à la surface de l'eau. Et effectivement, ils ont retrouvé des débris flottants. Les enquêteurs notent soigneusement l'endroit où chaque pièce a été retrouvée. Si le DC-9 a frappé la surface de l'eau en un seul morceau, il a dû se désintégrer sous l'impact, laissant des débris relativement concentrés. En revanche, si l'appareil s'est brisé en vol, les débris ont dû se disperser sur une large zone. Les enquêteurs constatent ainsi que les morceaux du DC-9 sont éparpillés sur plus de 200 km², une première avancée sérieuse. Il a dû se briser en vol. L'équipage a été pris au dépourvu, les contrôleurs aériens aussi. L'appareil s'est subitement brisé en morceaux en plein ciel.
Les enquêteurs examinent les débris en cherchant des signes de collision avec un autre appareil. Ils ne trouvent rien. Et les spéculations sur la piste du missile se renforcent. Effectivement, il y a eu beaucoup d'articles dans les journaux et la télévision. Les médias en ont beaucoup parlé. Les enquêteurs espèrent qu'un examen détaillé des images radar leur permettra d'établir si d'autres appareils volaient à proximité. John McIdle, expert américain du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, est sollicité pour participer à l'enquête. Bien, on va voir ce que ça donne. Ancien pilote de la Navy et expert en radar, il est parfaitement qualifié pour cette affaire. Les États-Unis ont l'obligation d'aider d'autres pays à mener l'enquête sur un crash qui s'est produit sur leur territoire si l'appareil était de fabrication américaine. En l'occurrence, il s'agissait d'un Douglas DC-9. John McIdle étudie une version améliorée des images radar, plus détaillée que ce que les contrôleurs aériens pouvaient voir sur leur écran. J'ai reçu des impressions des images radar, avec notamment le code de transpondeur de ce DC-9. On dirait qu'il s'est brisé ici. Voilà les débris. Un radar émet des ondes radio qui sont réfléchies par les objets solides. Lorsqu'un avion se brise, chaque morceau génère son propre signal ou écho. Si les radars des contrôleurs aériens sont réglés pour détecter les avions de ligne, ils peuvent aussi repérer d'autres objets. Je veux voir ça de plus près. En fin de compte, plusieurs écho-radars apparaissent. Donc il y avait beaucoup de choses à voir. John McIdle ne voit aucun indice de collision. Et là, c'est quoi? Mais il repère une anomalie. À l'ouest du vol 870 apparaissent 3 écho-radars non identifiés. L'expert américain arrive à une conclusion étonnante. À cette altitude et compte tenu de la vitesse, je dirais que c'est un chasseur. Il a vu des traces d'un autre avion, qui n'était pas un appareil civil. En venant de l'ouest, à cette heure de la journée, il ne pouvait pas le voir. Il est arrivé avec le soleil derrière lui, une tactique de combat classique. Éblouis par le soleil, les pilotes du DC-9 n'avaient presque aucune chance de voir l'appareil approcher. J'ai dit qu'il était possible qu'un autre appareil ait tiré quelque chose. Il était tout à fait clair qu'un chasseur avait tiré un missile. L'analyse de John McIdle rend la piste d'un combat aérien plus crédible que jamais. Par ailleurs, l'épave d'un avion de chasse est retrouvée dans le sud de l'Italie 3 semaines après la catastrophe. L'appareil est un MiG libyen. Cette découverte renforce les doutes et accrédite la thèse du missile. Selon moi, des chasseurs français qui avaient décollé de la base de Solenzara en Corse ont intercepté des appareils libyens. Et il y a eu un acte de guerre. Selon Andrea Purgatori, la carcasse de chasseurs confirme que le vol 870 a été la victime collatérale d'un accrochage tenu secret entre des appareils de l'OTAN et des MiG libyens. Est-ce que les Français ont tiré sur les Libyens? Ou est-ce que les Libyens ont tiré sur les Français? C'est difficile à dire. En tout cas, les Français ont dû poursuivre l'appareil libyen jusqu'à ce qu'il s'écrase sur le flanc d'une montagne en Calabre, dans le sud de l'Italie. L'appareil avait disparu et il y avait eu une explosion. Avait-elle été causée par un missile? Pour moi, c'était tout à fait possible. Aucune preuve directe ne vient pour l'instant confirmer la thèse du missile. C'est alors que la chance sourit aux enquêteurs qui découvrent un indice intéressant. Un bout de métal incrusté dans le corps d'une victime. S'ils parviennent à identifier sa provenance, peut-être la cause de l'explosion pourra-t-elle être établie. Faut que je vous montre quelque chose. Les enquêteurs italiens se rendent à Washington avec le bout de métal.
Bienvenue à Washington. Alors, c'est ça? Il sollicite l'aide de John McIdle pour l'identifier. Ok, voyons voir ça. C'est à peu près grand comme ça, de la taille d'un stylo, légèrement courbe et plat d'un côté. Alors, d'où est-ce que tu peux bien venir? Ce bout de métal avait été retrouvé dans la cuisse d'un passager. Et le NTSB avait les plans complets du DC-9, avec le schéma des pièces. En me basant sur ma connaissance des missiles, j'ai commencé à chercher au milieu de l'appareil. Le type de métal suggère un débris provenant de l'extérieur de la cabine. Peut-être les logements de train. Nous avons regardé les deux logements de train en essayant de retrouver ce bout de métal avec cette courbe caractéristique. La suivante. Cela correspondait à une pièce du logement de train droit. C'est ça. Si le chasseur a tiré d'ici, le missile a dû exploser par là. Et les débris, y compris cette pièce du logement de train, ont été projetés vers la cabine. Pour moi, c'était concluant. En voyant les conclusions de John McIdle, je me suis dit que j'avais raison. Afin de rechercher la présence d'explosifs, les enquêteurs envoient des débris à un laboratoire. Les tests se révèlent positifs, détectant des traces de TNT. Un résultat insuffisant cependant pour prouver que l'appareil a été abattu par un missile. Il est en effet possible que les explosifs proviennent d'une bombe. Le TNT n'est pas utilisé uniquement par l'armée. Ce n'est pas facile de s'en procurer, mais pour un individu déterminé, c'est possible. 5 semaines après la tragédie d'Ustica, un autre drame endeuille l'Italie. À la gare de Bologne, l'explosion d'une bombe fait 85 victimes. L'enquête s'oriente vers les milieux néofascistes, ce qui mène certains experts à faire un parallèle avec le vol 870. Ces nouveaux éléments placent les enquêteurs face à un dilemme. Si les thèses du missile et de la bombe semblent toutes deux soutenues par des preuves indirectes, rien ne permet de les départager à coup sûr. Il n'y a pas de réponse claire. La commission du ministère des Transports a travaillé pendant 2 ans. Et sa conclusion finale, c'était que l'accident avait été causé par une explosion, mais sans pouvoir dire si l'explosion s'était produite à l'extérieur ou à l'intérieur de l'appareil, s'il s'agissait d'une bombe ou d'un missile. Malgré la pression de l'opinion publique, le rapport du gouvernement italien se contente de conclure à une explosion d'origine inconnue. C'est très insatisfaisant et pénible pour les personnes comme moi qui prennent ces choses à cœur. Et surtout pour les familles. Parce qu'elles ne peuvent pas vraiment faire leur travail de deuil. Daria Bonfietti continue d'exiger des réponses et elle n'est pas seule dans son combat. Sous notre direction, un groupe d'intellectuels a écrit au président italien en demandant pourquoi on ne connaissait pas la vérité sur cet accident. Et nous demandions que tous les obstacles soient levés pour que la vérité puisse sortir au grand jour. La pression se révèle payante. 5 ans après la première enquête, le gouvernement italien accepte de lancer de nouvelles investigations. En mai 1987, des opérations de recherche à plusieurs millions d'euros permettent de retrouver l'enregistreur de conversation du poste au fond de la mer. Ce nouvel élément permettra-t-il de découvrir enfin la vérité sur la tragédie d'Ustica? L'appareil a enregistré les dernières conversations des pilotes juste avant la catastrophe. Vol 870, rappelez-nous pour la descente. Merci. À tout à l'heure. Vol 870. Le commandant de bord dit « guarda », regarde en italien. Puis l'enregistrement s'arrête brusquement.
Le commandant de bord a-t-il vu un missile s'approchant de l'appareil? C'est ce que dirait n'importe qui s'il voyait un objet très étrange approcher. On présume qu'il avait commencé à dire « regarde », mais peut-être qu'il voulait dire « regarde l'horizon artificiel ». C'est possible. Les opérations de recherche sous-marine ont permis de retrouver des centaines de débris qui sont assemblés dans un hangar près de Rome. Il manque encore plus de la moitié de l'épave, mais les contours du DC-9 commencent à prendre forme. C'est comme un puzzle. Et quand on essaie d'élaborer des théories sur un accident, avoir une image visuelle de l'appareil facilite le travail. La porte de la soute semble accréditer la thèse du missile. Elle présente en effet deux petits trous, avec des rebords inclinés vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Les enquêteurs ont également découvert des débris incrustés dans un coussin de fauteuil. Ils proviennent d'un casier de rangement à l'avant de l'appareil. Si un missile a explosé à l'avant, des débris ont peut-être été soufflés vers l'arrière. Néanmoins, il manque encore trop de morceaux pour arriver à une conclusion définitive. On n'a pas grand-chose. Il y avait des débris et il y avait les images radars. Mais ce ne sont pas les éléments principaux. La vraie preuve, c'est l'épave elle-même. Les enquêteurs italiens sont soumis à une énorme pression pour arriver à une conclusion. Les gens exigeaient de savoir exactement ce qui était arrivé à cet appareil. Ça colle avec le missile. Les enquêteurs décident d'engager leurs responsabilités. En 1989, le deuxième rapport conclut à une explosion probablement causée par un missile tiré par un appareil non identifié. Les enquêteurs donnent ainsi raison à Andrea Purgatori, qui le premier avait avancé cette théorie. J'avais raison. J'avais raison d'avoir mené l'enquête et d'avoir reconstitué petit à petit la vérité. Une vérité qui s'avérait possible. C'est seulement à partir de ce moment-là que nous, les familles des victimes, nous avons commencé à dire que le DC-9 avait été abattu par un missile. À peine un an plus tard, cependant, toute l'enquête s'effondre à la stupéfaction générale. Deux des experts italiens se rétractent, justifiant leur décision par le manque de preuves en faveur de la théorie du missile. On repart de zéro. Il est assez rare d'avoir aussi peu de certitude au sujet d'un accident. C'est vraiment un cas extraordinaire de ce point de vue-là. Le gouvernement italien décide de lancer une troisième enquête afin de répondre une fois pour toutes à cette question. L'explosion du vol 870 a-t-elle été causée par un missile ou par une bombe? Un groupe international d'experts est constitué. Il comprend notamment Frank Taylor, enquêteur britannique très expérimenté. On va s'installer là-bas. D'après ce que l'on nous avait dit, l'objectif était de découvrir la vérité. Et c'était formidable, puisque c'est à ça que sert une enquête. On examine les éléments de preuve pour essayer d'arriver à une conclusion. Frank Taylor est parfaitement qualifié pour suivre la piste d'une bombe. Il a déjà enquêté sur plus de 20 crashs, et notamment sur le vol 103 de la Pan Am, qui avait explosé au-dessus de Lockerbie en Écosse en 1988. Les terroristes libyens avaient placé une bombe dans la soute à bagages, faisant 270 victimes. 259 passagers et membres d'équipage et 11 habitants du village. Göran Lilja, un expert suédois, rejoint l'équipe de Frank Taylor. Il m'avait dit que c'était un accident controversé qui s'était produit il y a longtemps et qu'il y avait des soupçons d'implication militaire qui auraient été étouffés.
Frank Taylor constate immédiatement que la plus grande partie des débris n'a pas été retrouvée. C'est tout ce qu'on a? Nous étions surpris que les enquêtes précédentes aient pu arriver à une conclusion, quelle qu'elle soit. En dehors du fait qu'il y avait eu une explosion quelque part. D'abord, il faut retrouver le reste de l'appareil. Il faut persuader le gouvernement italien de financer de nouvelles recherches. Oui, je reste en ligne. Des opérations qui risquent de coûter des millions, sans garantie de résultat. Il faut retrouver le reste des débris. Compte tenu des enquêtes précédentes, nous avions besoin d'examiner le reste de l'épave. Et nous l'avons dit très clairement. Il est impossible d'arriver à une conclusion si on ne retrouve pas plus de débris. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Durant l'enquête de Lockerbie, Frank Taylor avait justement participé à la conception d'un logiciel consacré à la recherche de débris sur une large zone. Il y a deux facteurs à prendre en compte. La distance parcourue par un débris dans la direction où l'appareil volait à l'origine. Et ensuite, il y a l'effet du vent qui souffle dans une direction ou une autre. Mais l'ordinateur peut calculer cela très facilement. Frank Taylor convainc les autorités italiennes que son logiciel permettra de retrouver plus de débris. Ok. Altitude, environ 24 000 pieds. Les nouvelles opérations de recherche reçoivent le feu vert. Le vent soufflait vers l'ouest, à 100 nœuds environ. Mais Frank Taylor n'a pas le droit à l'erreur. C'est là qu'il faut chercher. La stratégie est une réussite et les équipes de recherche retrouvent 40% des débris. Finalement, on a retrouvé les débris à plus ou moins quelques mètres de l'endroit prévu. En étudiant l'emplacement des débris au fond de la mer, Frank Taylor peut déduire quelle partie de l'appareil s'est désagrégée en premier et comment il s'est écrasé. Vous avez vu les premiers débris? L'explosion s'est produite à l'arrière de l'appareil, pas à l'avant. Et ensuite, il a plongé le nez en avant, comme ça. La carcasse reconstituée semble confirmer cette hypothèse, car les débris sont beaucoup plus petits à l'avant de l'appareil. Si un avion frappe l'eau en descendant en piqué avec une vitesse très élevée, les conséquences sont catastrophiques pour la structure de l'appareil. C'est presque comme s'il s'écrasait à flanc de montagne contre du granit. Cette théorie explique non seulement pourquoi des débris de l'avant de l'appareil ont été retrouvés à l'arrière, parfois incrustés dans le corps d'une victime, mais aussi pourquoi les trous dans la porte de la soute sont inclinés vers l'intérieur. Lorsque le fuselage s'est écrasé, certains hublots ont été brisés et des rivets de la carlingue ont été projetés vers l'intérieur, l'extérieur, dans toutes les directions. Ce qui explique pourquoi il y avait tous ces débris incrustés dans les coussins de fauteuil ou dans les corps retrouvés au début de l'enquête. Cependant, la théorie d'une explosion à l'arrière présente également des incohérences. Frank Taylor ne peut expliquer le trou de grande taille visible à l'avant du fuselage. Je ne comprends pas. Il faut tout revoir. On ne peut pas se baser sur un seul élément, par exemple, il manque une partie de l'avant, pour faire telle ou telle affirmation. Rien n'est jamais aussi simple. Les enquêteurs examinent à nouveau les images radar. Ok. Voilà le vol 870. Ils veulent vérifier par eux-mêmes si la présence d'un chasseur peut être confirmée. Est-ce qu'on peut éliminer les signaux parasites? En plus des 3 signaux précédemment attribués à un chasseur, de nombreux échos non identifiés apparaissent. Les échos radars inexpliqués sont un phénomène courant. Il y avait beaucoup d'autres échos non identifiés dans la zone. Mais il se trouve que ces 3-là étaient probablement les seuls qui pouvaient faire penser à la présence d'un autre appareil.
Selon Frank Taylor, les échos attribués par John McIdle à un autre appareil seraient en réalité des débris du vol 870. Ça, je vais vous dire ce que c'est. C'est notre appareil. Et là, ce sont des débris. L'enquête est dans une impasse. Si la piste d'un second appareil semble discréditée, il n'y a toujours aucune preuve de la présence d'une bombe à bord. C'est alors que Frank Taylor remarque une anomalie. À l'arrière de l'appareil, des débris de petite taille côtoient des panneaux de fuselage presque intacts. Ça ne colle pas. Selon l'expert britannique, certains débris ont été placés au mauvais endroit. En fait, la progression des dégâts ne semblait pas cohérente visuellement. Il y avait d'abord des débris de très petite taille, ensuite des grands, puis de nouveau des petits. C'était absurde. Un morceau de fuselage en particulier attire son attention. Ces chiffres, je les ai déjà vus quelque part. J'ai remarqué un morceau de fuselage assez gros sur lequel des chiffres étaient inscrits au crayon. C'était du côté intérieur, près des longerons, des pièces horizontales qui soutiennent le fuselage. Je n'avais jamais vu ce morceau auparavant, mais je me souvenais avoir vu un autre débris quelque part qui avait aussi des chiffres inscrits au crayon. Je ne me souvenais pas exactement où c'était, mais j'avais une vague idée, donc j'ai commencé à chercher. C'est là. Vous pouvez enlever ce morceau, s'il vous plaît? Finalement, je l'ai trouvé à l'avant du fuselage. Et les chiffres se suivaient, entre le morceau qui était à l'avant et celui qui était à l'arrière. Un peu plus bas, plus bas. Encore un peu. Voilà, c'est ça. C'est là qu'il faut le mettre. Parfait. Est-ce que vous pouvez les fixer? C'était le premier morceau et ça nous a mis en confiance pour continuer. On savait que ça allait marcher. Après vérification, les débris sont tous déplacés au bon endroit. Et le trou à l'avant qui ressemblait à un impact de missile disparaît. On voyait très clairement qu'aucun missile n'avait explosé à l'endroit désigné par les commissions précédentes au début de l'enquête. Nous avions récupéré la plus grande partie du fuselage, donc un impact de missile aurait dû être visible quelque part. Mais il n'y avait rien du tout. Le travail de réassemblage révèle un nouveau trou à l'arrière, apparemment causé par une bombe. Voyons voir. Ça, on sait ce que c'est. Les enquêteurs examinent d'autres débris de cette partie de l'appareil. Regarde ça. Le lavabo en acier a été déformé par une explosion provenant du bas. Exactement ce que l'on pourrait s'attendre à voir si une bombe avait explosé dans les toilettes. Tous les nouveaux éléments indiquaient qu'une explosion s'était produite à proximité des toilettes. Frank Taylor et son équipe ont enfin rassemblé suffisamment d'éléments pour établir la cause de la catastrophe. C'était une bombe. Il n'y a pas eu de révélation, c'était progressif. Nous avons découvert de plus en plus de preuves et aucun élément contradictoire. Un dernier test doit permettre de vérifier cette conclusion. Bien, on va voir ce que ça donne. Ok, on y va. Afin de vérifier la thèse de la bombe, les enquêteurs ont placé des explosifs dans des toilettes de DC-9. 3, 2, 1. Si les débris se révèlent similaires à ceux du vol 870, allez, on va voir ça. La thèse de la bombe sera fortement confortée. Les dégâts causés sont caractéristiques. Les enquêteurs retrouvent des débris dans un état presque identique à ceux du vol 870. Il faut mesurer ça, s'il vous plaît. Pour nous, il n'y avait absolument aucun doute. Bien que les éléments de l'enquête ne permettent pas de savoir qui a placé la bombe, son emplacement dans l'appareil est désormais bien établi.
L'engin était probablement assez petit pour être dissimulé dans le distributeur de papier toilette ou derrière le lavabo. On peut mettre quelque chose dedans et c'est très près du fuselage de l'appareil. En se basant sur les débris de l'appareil, leur emplacement et les images radars, les enquêteurs peuvent désormais reconstituer les derniers instants du vol 870. Vol 870. Rappelez-nous pour la descente. Merci. À tout à l'heure. Vol 870. L'explosion s'est produite près du mât de suspension du moteur droit, ce qui a provoqué la perte du moteur droit. En moins de 10 secondes, l'appareil se brise en morceaux. Puis, il s'abîme en mer. En 1994, l'équipe de Frank Taylor rend sa conclusion après 4 ans de travail. Une bombe et non un missile est à l'origine du drame. Et pour la première fois, les enquêteurs affirment détenir des preuves indiscutables. Toutes les conclusions rendues par l'équipe de Frank Taylor étaient basées sur des preuves concrètes, des éléments matériels solides. Il n'y a pas eu de spéculation ni d'hypothèse. Le rapport de Frank Taylor met un point final à l'enquête technique sur la tragédie d'Ustica. Néanmoins, en Italie, sa conclusion est éclipsée par une procédure judiciaire qui se focalise uniquement sur la théorie du missile depuis le début. En Italie, le système judiciaire semblait faire peu de cas de l'enquête technique. On nous a dit que notre rapport n'apportait rien. Le système judiciaire italien trouvait les conclusions de Frank Taylor gênantes. Je ne pense pas que l'on ait donné l'ordre de ne pas publier le rapport. La décision a tout simplement été prise de ne pas le faire. Malgré les preuves scientifiques, la majorité des Italiens croient toujours à la thèse du missile. L'opinion publique était beaucoup plus intriguée par la possibilité que l'affaire avait été étouffée à la suite d'un complot politico-militaire. En 2013, durant une audience visant à déterminer la responsabilité financière de l'accident, la Cour suprême italienne statue en faveur de la thèse du missile, condamnant le gouvernement à verser 100 millions d'euros aux familles des victimes. Pour ceux qui ont perdu un proche, cette décision est un soulagement. Mais des éléments importants semblent avoir été ignorés. Je suis désolé, mais l'Italie est un endroit épouvantable pour mener l'enquête sur un accident d'avion. On a plus de chances de découvrir la vérité presque n'importe où ailleurs dans le monde. Pour l'expert aérien Frank Taylor, les preuves parlent d'elles-mêmes. Nous avons pu établir clairement que quelqu'un avait placé une bombe. Mais personne dans le système judiciaire ne nous a cru apparemment. En conséquence, il n'y a pas eu d'enquête pour savoir qui était responsable, ni pourquoi cet attentat avait été commis, autant que je sache. En tant qu'ingénieur et enquêteur, je ne comprends vraiment pas pourquoi on se préoccupe d'autre chose que la vérité.